Ce soir sur Ukraine Today, la guerre de la Russie, le 4e anniversaire de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par les forces d'occupation russes. Mobilisation générale. Quelle est la probabilité que le Kremlin prenne cette décision et comment cela pourrait-il changer la situation sur le champ de bataille? Pression américaine. Selon Bloomberg, Donald Trump souhaite parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine d'ici le 4 juillet. Un nouvel ennemi de la Russie. Moscou menace ouvertement Séoul en raison du soutien militaire à l'Ukraine. Tout cela et bien plus encore, tout de suite. Bonjour, je suis Volodymyr Robchun et voici Ukraine Today. Veuillez vous abonner, aimer cette vidéo et commençons. Aujourd'hui marque le 4e anniversaire du début de l'invasion à grande échelle de la Russie de l'Ukraine. Depuis 4 ans d'affilée, l'armée des occupants essaie de prendre Kiev en 3 jours. 2-3 semaines et tout cela était censé être terminé. En conséquence, aujourd'hui, le 24 février 2026, marque exactement 4 ans depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par les forces d'occupation du Kremlin. J'ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale. Cette guerre est devenue la plus sanglante et la plus destructrice de l'histoire de la Russie et de l'Ukraine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 4 ans, la Fédération de Russie a perdu plus de personnes que dans toutes les guerres et conflits réunis au cours de l'existence du pays agresseur. Et chaque année qui passe, le nombre de Russes tués et mutilés en Ukraine ne cesse d'augmenter. Et les territoires saisis par le Kremlin sont incomparablement petits par rapport aux pertes humaines. Bien qu'en 2025, ils aient réussi à mobiliser et à enrôler 406 000 personnes dans le service militaire, leurs pertes totales, y compris les morts et les blessés, se sont élevées à environ 418 000 soldats. L'année 2025 a été la première fois durant toute la guerre où les pertes de l'armée russe ont dépassé le nombre de nouvelles recrues. Les pertes augmentent, tandis que la quantité de territoires capturés ne fait que diminuer. Tout au long de l'année passée, le Kremlin n'a capturé que moins de 1% du territoire ukrainien. Et rien qu'au cours du mois de février 2026, qui n'est même pas terminé, les forces armées ukrainiennes ont déjà repris plus de 300 km². Les choses ne se passent pas si bien pour les Russes. Ils font face à une résistance sérieuse de la part des forces armées ukrainiennes et se retrouvent même dans des situations où l'armée ukrainienne, à son tour, lance des opérations offensives. Depuis février 2022, la Russie est parvenue à infliger des dommages considérables aux infrastructures énergétiques ukrainiennes. Cet hiver a été le plus froid et le plus sombre pour les Ukrainiens, mais il ne les a pas brisés. En retour, l'Ukraine a également mené des frappes massives contre des installations énergétiques russes. De Belgorod à Smolensk, les Russes ont eux aussi fait l'expérience des coupures de courant. Et comme vous le savez sans doute, la tombe... Médecin. Oh, Dag! Blackout. Ils nous bombardent, n'est-ce pas? Sommes-nous bombardés? Je ne sais pas. L'année dernière encore, au moins 25 des 38 plus grandes installations énergétiques russes ont été endommagées par des drones ukrainiens. Par ailleurs, le froid hivernal a révélé que les services publics russes sont dans un état déplorable. Et tout cet argent sert uniquement à la guerre, pas aux réparations. Un sous-investissement monstrueux dans les services publics. Nous souffrons d'un sous-investissement monstrueux dans tous les secteurs énergétiques. C'est-à-dire que, périodiquement, lorsqu'il y a des accidents dans certaines localités, on découvre soudain qu'il y a par exemple une chaufferie qui n'a pas été réparée depuis l'époque soviétique ou quelque chose de ce genre. Pour réparer les services publics, il faudrait investir environ 10 000 milliards de roubles dans les infrastructures russes. C'est exactement la somme que le Kremlin a dépensée pour financer la guerre en Ukraine en 2025. Les Russes ont également commencé à ressentir qu'ils sont ceux qui paient pour la guerre en Ukraine, car les prix en Russie ont commencé à s'envoler. Eh bien les amis, nous commençons la nouvelle année 2026. Avec quoi? C'est ça, avec... Alors, mon mari est allé au magasin. À votre avis, combien tout cela a-t-il coûté? 3 000. 3 000 balles. Tu as déjà vu ça?
Maintenant, même le chocolat est caché dans ce genre de boîte parce que les prix ont littéralement explosé. Déjà 139 roubles. Les gens sont obligés de voler. À la fin du mois de septembre de l'année dernière, le ministre russe des Finances, Silvanov, a expliqué l'augmentation de la TVA de 20 à 22% comme une mesure pour lutter contre l'inflation. Eh bien, et après l'introduction de la nouvelle TVA, il a déclaré clairement « Tous les Russes doivent payer pour la guerre en Ukraine ». Nous avons besoin de dépenses supplémentaires pour la défense et la sécurité. Aujourd'hui, c'est la principale, la tâche prioritaire de notre pays. Et afin de fournir les ressources nécessaires, oui, nous modifions aussi la taxe sur la valeur ajoutée. Il faudra au moins 2 ou 3 ans pour rattraper ces années perdues où toutes les ressources ont simplement été retirées du secteur civil. Encore une fois, les gens n'achètent pas de chars, les gens n'achètent pas de missiles. Mais c'est exactement ce qui est produit. Naturellement, les prix augmentent pour les choses qui ne sont pas produites. Les sanctions internationales et l'interdiction de la vente des hydrocarbures, les frappes sur l'industrie du raffinage du pétrole, les déficits budgétaires, la hausse des prix, les pertes colossales de la population masculine, ainsi que l'augmentation de la criminalité de la part des soi-disant héros de retour de l'opération militaire spéciale, voilà une liste loin d'être complète des problèmes auxquels la Russie a été confrontée après avoir attaqué l'Ukraine. En réponse, à partir de 2014, la Russie a occupé moins de 20% du territoire ukrainien, devenant un paria mondial. Voici juste un exemple parmi tant d'autres de ce que le soi-disant monde russe apporte réellement. 3 personnes, dont un enfant, ont été blessées lors d'une frappe russe sur Zaporijia. Un immeuble résidentiel a été endommagé, ainsi que des infrastructures. Et voici les conséquences de cette guerre ressenties à l'intérieur même de l'État terroriste. Dans la République russe du Tatarstan, les sirènes d'alerte aérienne retentissent pour la 2e journée consécutive. Les médias locaux rapportent une attaque de drones. Depuis hier, la station de pompage de pétrole de Kalyakin brûle. Depuis le début de l'année, les forces de défense ukrainiennes ont repris le contrôle de 400 km² de territoire ukrainien et de 8 localités dans le sud du pays. Plus de détails sur la situation sur le champ de bataille à suivre. Et puis, 100 mètres plus loin... Des drones bienveillants au Tatarstan. La station de pompage de pétrole de Kolekino est dans la ligne de mire. Ces images montrent les opérations de combat des éclaireurs militaires sur le front de Zaporijia. Des échanges de tirs directs avec l'ennemi, la destruction de l'infanterie et des abris, l'interception de drones ennemis dans le ciel. Sur plusieurs secteurs précis du front, nous repositionnons stratégiquement nos réserves existantes, tandis qu'à d'autres endroits, nous renforçons systématiquement nos unités avec de toutes nouvelles formations de combat ou des réserves fraîches. La Russie n'a pas changé de tactique sur les fronts de Zaporijia, de Dnipro, Kherson et Kharkiv. Il n'y a pas d'avancée ennemie dans la direction de Soumy. Nous travaillons à prévenir une escalade dans la direction de Tchernihiv, déclare le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les gars ont maintenant trouvé une faille dans les défenses ennemies, mené des actions contre-offensives et libéré 8 localités. Ils ont libéré près de 300 km² en direction de Dnipropetrovsk, dans la direction de Pokrovsk. C'est tout. Ils ont réussi à repousser beaucoup plus loin les troupes de la Fédération de Russie de la région de Dnipropetrovsk afin qu'il y ait nettement moins de victimes parmi la population locale, principalement parce que leurs drones atteignaient et frappaient constamment les infrastructures critiques ainsi que les véhicules civils. Selon le président, depuis décembre, les forces armées ukrainiennes éliminent entre 30 000 et 35 000 militaires russes par mois, tandis que la Russie en mobilise entre 40 000 et 44 000. 1 kilomètre d'avancée ennemie coûte environ 157 morts. Poutine a déjà commencé la 3e guerre mondiale, et la seule chose qui peut arrêter le pays agresseur, c'est la pression militaire et économique, a souligné le président Zelensky. Ce n'est pas notre président ukrainien qui a rédigé ces 28 points puis s'est précipité chez Trump pour demander une trêve. En réalité, c'est Poutine qui a écrit ces 28 points, selon sa vision, puis s'est empressé d'aller voir Trump pour qu'il tente de faire pression sur l'Ukraine afin qu'elle signe une trêve. Une trêve avec la Fédération de Russie du côté de l'Ukraine ne peut venir que d'une position d'État fort et non d'une position de brebis battue, ou d'un État qui supplierait et serait prêt à céder nos territoires à la Fédération de Russie, mais toujours depuis une position d'État fort.
Et ce n'est qu'avec le soutien malheureusement de l'Europe et de nos partenaires américains que nous pourrons faire avancer cette situation. L'Ukraine souhaite voir le soutien de contingents militaires partenaires sur la ligne de front de la défense, et non dans des villes relativement sûres à l'ouest du pays. Si quelqu'un pense que la guerre se terminera dans 6 mois, 1 an ou dans 2 ou 3 mois, à mon avis, la guerre durera probablement encore jusqu'à 2 ans. C'est certain. Parce que, malheureusement, nos partenaires mènent une politique très molle envers la Russie. Aujourd'hui, ils ont une politique, demain, ils la révisent, surtout notre président américain Trump. Une nouvelle confirmation du traitement inhumain des soldats de l'armée russe apparaît dans une nouvelle interception des renseignements militaires ukrainiens. As-tu même entendu l'ordre du commandant à la radio? Je l'ai entendu. Pourquoi toutes ces attaques absurdes ont-elles lieu? Parce qu'ils sont forcés d'avancer dans une seule direction sous la menace d'une arme. Le commandement russe ne se demande même pas pourquoi leurs soldats sont laissés à découvert sans nourriture ni eau. Ils ordonnent de tirer dans les jambes de ceux qui refusent d'obéir à des ordres criminels. Au cours des dernières 24 heures, la Russie a perdu au moins 920 occupants, tués et blessés. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, il y a déjà 1 260 et 1 420 envahisseurs. Au cours des dernières 24 heures, les forces de défense ukrainiennes ont également détruit 2 chars russes, 4 véhicules de combat blindés, 50 systèmes d'artillerie et des dizaines d'autres équipements militaires ennemis. La propagande du Kremlin diffuse de la désinformation, affirmant que la Grande-Bretagne et la France travailleraient prétendument à fournir des armes nucléaires à l'Ukraine. Cela intervient alors que des informations circulent selon lesquelles Vladimir Poutine pourrait officiellement annoncer une mobilisation en Russie. Quelle étrange coïncidence, n'est-ce pas? Au fait, si la Russie est censée être intéressée par la paix, pourquoi aurait-elle besoin d'une mobilisation totale? Je me permets de suggérer que ce n'est pas pour la défense. C'est pour étendre l'agression. Les pays occidentaux doivent arrêter Poutine, pas essayer de lui plaire. C'est ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky dans une interview à la BBC. Les détails dans le reportage. Dans les semaines à venir, ils pourraient se rencontrer en face à face. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine se préparent à s'asseoir ensemble à la table des négociations. Nous avons tout réduit à une seule question et nous avons discuté de différentes options pour la résoudre. Cela signifie que cela peut être résolu. Donc si les deux parties veulent résoudre ce problème, nous le résoudrons. Cependant, les États-Unis, l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff fait clairement preuve de mauvaise foi concernant les objectifs et les problèmes. Chaque partie aux négociations a bien plus en jeu. Et lorsqu'il s'agit de la question d'un cessez-le-feu, Kiev et Moscou l'abordent depuis des positions complètement opposées. Quant à Volodymyr Zelensky, il a exposé sa vision pour mettre fin aux hostilités lors d'une grande interview accordée à la BBC, diffusée la veille. Aujourd'hui, arrêter Poutine et l'empêcher d'occuper l'Ukraine, c'est cela une victoire pour la paix. Selon le dirigeant ukrainien, Poutine n'acceptera jamais un cessez-le-feu complet de son plein gré. Pour l'habitant du bunker, un cessez-le-feu est une mesure forcée, car l'armée de l'occupant a épuisé toutes ses ressources et pourrait s'effondrer à tout moment. Je pense que pour Poutine, il a besoin de cette pause. Il a aussi besoin de cette pause. C'est vrai. Peu importe ce qu'il dit, c'est vrai. Et lorsqu'il se sera rétabli, nos partenaires européens disent que cela prendra de 3 à 5 ans. À mon avis, il pourra se rétablir en 2 ans, pas plus. Donc où il ira ensuite, nous ne le savons pas. Mais le fait qu'il voudra continuer... Poutine lui-même ne cache pas vraiment ses intentions de poursuivre la soi-disant opération militaire spéciale. Même si l'homme du bunker ne donne pas d'interview, il apparaît de temps en temps devant les caméras. Et à chaque occasion, il rappelle aux Russes que la guerre sera longue, épuisante et de plus en plus sanglante. Vous savez, quand tout est calme, mesuré et stable ici, on s'ennuie, c'est la stagnation. On veut de l'action. Mais dès que l'action commence, tout le monde panique. Et les secondes et les balles, malheureusement, les balles sifflent maintenant. Alors on a peur. C'est terrifiant, terrifiant. Eh bien, c'est tout simplement horrible. Poutine ne cache même pas le fait qu'il fait tout pour que cette horreur s'installe dans chaque famille russe.
Nous ne nous considérons pas responsables de la mort des gens parce que nous n'avons pas commencé cette guerre. Au lieu de se concentrer sur des négociations pacifiques, le Kremlin consacre toutes les ressources de l'État au complexe militaro-industriel. Le fonctionnement stable et régulier de l'industrie de la défense, y compris l'exécution de les contrats d'exportation, sont devenus possibles en grande partie grâce à des mesures de soutien gouvernemental prises en temps voulu. Et pendant que Donald Trump fantasme sur un nouvel accord de paix avec la Russie, à Moscou, il recrute activement de nouveaux alliés jusqu'à l'été 2026. De nouvelles opportunités s'ouvrent pour approfondir la coopération militaro-technique avec des pays d'autres régions du monde, y compris des États du continent africain. Dans les pays africains les plus pauvres, Poutine compte sur un recrutement massif de chair à canon à l'avenir pour poursuivre la guerre. Selon le plan pour 2026, que nous allons finaliser et approuver aujourd'hui, le volume des exportations militaires devrait augmenter de manière significative. Tout cela indique que le Kremlin ne se prépare pas seulement à la Troisième Guerre mondiale. Poutine l'a déjà commencé. Je crois que Poutine l'a déjà commencé. La question est de savoir combien de territoires il peut s'emparer. Et la question est de savoir comment l'arrêter, non pas pour que la Russie ne gagne pas. La Russie veut imposer son propre monde et changer la vie des gens selon ses préférences. Le dictateur russe diffuse ouvertement le même message depuis la tribune à la foule, simplement sous un autre emballage. Apparemment, les ennemis sont partout. On impose aux Russes un mode de vie étranger avec l'approvisionnement centralisé en eau, des toilettes à l'intérieur, ainsi que le gaz, le chauffage, l'électricité et la démocratie. Leur unification reposait sur des principes complètement différents. Ils étaient unis par le désir de profit, l'envie de nous arracher quelque chose, de conquérir, de détruire et de s'emparer. Et nous étions unis par l'aspiration à tout préserver, notre terre commune, nos familles, notre culture, nos traditions. La façon dont Poutine et ses généraux préservent la terre, la culture et les traditions est clairement visible à travers l'exemple des villes ukrainiennes rayées de la carte par les libérateurs russes. C'est très important, c'est bien et cela doit être soutenu. Il s'avère que pendant que Volodymyr Zelensky fait tout son possible pour parvenir à une paix réelle, Poutine et ses généraux font tout pour que la guerre continue. C'est pourquoi les pays occidentaux devraient fermement mettre un terme aux exigences du Kremlin au lieu d'essayer d'apaiser l'homme dans le bunker. L'Ukraine se bat pour la liberté. Soutenez le journalisme indépendant ukrainien afin que nous puissions continuer à dire la vérité sur la guerre menée par la Russie. Cliquez sur le lien dans la description pour devenir notre sponsor. C'est le moment de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager pour que plus de gens puissent la voir. Merci et gloire à l'Ukraine. Un accord de paix d'ici le 4 juillet. Selon Bloomberg, Donald Trump veut mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine pour le 220e anniversaire des États-Unis. Indépendance. La publication écrit que les efforts diplomatiques de Washington se heurtent à des exigences irréalistes de la part de Moscou. Le Kremlin insiste pour garder le contrôle sur les territoires ukrainiens et sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. L'Ukraine est prête à arrêter la guerre le long de la ligne de front actuelle, mais pas à retirer ses troupes des régions de Donetsk et de Luhansk. Aujourd'hui, à Kiev, une réunion de la coalition des volontaires aura lieu, ainsi que le sommet Ukraine, États nordiques et baltes. Les dirigeants de l'Estonie, de la Lettonie, de l'Islande, de la Finlande, du Danemark, de la Suède, de la Norvège et de la Croatie sont déjà arrivés dans la capitale ukrainienne. Sont également présents à Kiev la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa. Un mot de plus sur les amis et les partenaires. Jérusalem va transférer 117 générateurs mobiles à Kiev. Cela a été convenu par le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Tsar, et le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha. Les générateurs devraient arriver en Ukraine dans les prochains jours. Pendant ce temps, la Slovaquie arrête les livraisons d'électricité d'urgence à l'Ukraine. Cela a été annoncé par le Premier ministre Robert Fico. Selon lui, il s'agit d'une réponse à l'arrêt du transit du pétrole russe via l'oléoduc Druzhba.
Fico a souligné que même si l'Ukraine demandait de l'aide pour stabiliser son système énergétique, aucun soutien ne serait apporté. Permettez-moi de vous rappeler, en janvier, les Russes ont endommagé l'oléoduc Droujba lors d'une attaque de drone. Et enfin, parlons du nouvel ennemi de la Russie. Moscou menace ouvertement Séoul. La soi-disant porte-parole du soi-disant ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a officiellement déclaré que la Russie prendrait des mesures de rétorsion si la Corée du Sud rejoignait le soutien militaire à l'Ukraine. Plus de détails à suivre. La pocharde de la presse du ministère russe des Affaires étrangères est une fois de plus sous les projecteurs. Eh bien, c'est vraiment quelque chose, un vrai cirque. Zakharova en est venue à proférer des menaces contre la partie sud-coréenne. Dans le cas où Séoul rejoindrait le programme de l'OTAN pour financer l'achat d'armes américaines destinées à l'armée ukrainienne, toute participation possible de la République de Corée à de telles livraisons, sous quelque forme que ce soit, directe ou indirecte, ne fera que repousser les perspectives de résolution du conflit. Dans ce cas, nous serons contraints d'exercer notre droit à prendre des mesures de rétorsion, y compris des mesures asymétriques. La pique de Zakharova envers la Corée, qui souligne une fois de plus qui ils soutiennent dans cette guerre, est tout à fait logique et s'aligne sur la principale ligne de propagande qui existe dans la Fédération de Russie. Mais en même temps, toutes ces menaces paraissent plutôt ridicules, car nous comprenons que les capacités de la Russie sur la scène internationale sont assez limitées. En gros, toutes les ressources dont dispose Poutine, il les a jetées dans la guerre contre l'Ukraine. La veille, les médias sud-coréens, citant des sources diplomatiques, ont rapporté que Séoul envisageait diverses options pour soutenir Kyiv. Parmi les mécanismes en discussion figure la possible participation à l'initiative Pearl, qui implique l'achat d'armes aux États-Unis, pour un transfert ultérieur à la partie ukrainienne. Dans le même temps, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a noté que, très probablement, les autorités se limiteront à l'achat d'équipements non létaux. L'Ukraine a fait appel à Séoul à plusieurs reprises. Quel est l'un des principaux acteurs du marché mondial des armes qui a sollicité notre assistance? Mais elle n'a jamais reçu de réponse positive, principalement en raison des divers problèmes de sécurité persistants qui n'ont cessé de se poser pour la Corée du Sud. Merci beaucoup pour votre temps. Dernière nouvelle concernant la volonté de rejoindre l'initiative Pur-L. En effet, ces développements sont à bien des égards révolutionnaires et inattendus, même si l'Ukraine et la Corée du Sud appartiennent en principe au même camp d'alliés. S. Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en 2022, Séoul n'a fourni à Kiev qu'une aide non létale et humanitaire, malgré le fait que la Corée du Nord ait envoyé des milliers de soldats au Kremlin, ainsi que des millions d'obus d'artillerie, de missiles et d'équipements lourds. Le gouvernement de Moscou soutient le régime cannibale de la Corée du Nord à chaque occasion qui se présente, ce qui constitue une opposition aussi flagrante qu'évidente à toutes les initiatives diplomatiques et pacifiques qui existent actuellement au sud de cette péninsule. Et cette position continue de saper la stabilité régionale. À la veille du 4e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une grande bannière portant une inscription en russe est apparue sur le bâtiment de l'ambassade de Russie à Séoul. La victoire sera à nous. Le gouvernement sud-coréen a demandé son retrait, mais la partie russe a refusé. La Russie essaie par tous les moyens disponibles de diffuser sa propagande et d'imposer des récits qui servent les intérêts du Kremlin. Et ce genre de kitsch ridicule avec la bannière sur l'ambassade de Russie, cela saute évidemment aux yeux de tout touriste civilisé ou résident de Séoul. C'est donc une demande tout à fait logique de la part du... La Corée du Sud sera perçue par la Russie comme un geste inamical, mais en même temps, la Corée du Sud elle-même comprend très clairement quels enjeux Moscou place dans la région. Et tous ces enjeux, bien sûr, servent les intérêts de Pyongyang. La Corée du Nord est l'un des rares pays où le dictateur russe Vladimir Poutine peut se rendre sans craindre d'être arrêté. Moscou a obtenu le soutien militaire de Pyongyang lorsqu'elle a compris qu'elle ne pourrait pas vaincre l'Ukraine. Selon les estimations des services de renseignement, environ 14 000 soldats nord-coréens auraient été envoyés en Russie, dont un nombre important ont déjà été tués. Et la Corée du Nord continue de fournir des armes à Moscou. La période d'instabilité que nous connaissons tous aujourd'hui a également un impact direct sur la région, qui semble être l'une des plus explosives au monde, probablement au même niveau que le Moyen-Orient.
Eh bien, et à cause de cela, il est évident qu'il devient de plus en plus clair que la Corée du Nord, ayant réussi à obtenir le solide soutien stratégique de la Fédération de Russie, tout en maintenant des relations diplomatiques assez claires et profondément compréhensibles avec la Chine, se sent désormais nettement plus en mesure d'exercer une pression agressive croissante et de multiplier les démonstrations militaires à l'encontre de ses voisins du sud de la péninsule. La Corée du Nord et la Chine sont les soutiens les plus importants de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Elles fournissent à Moscou des composants électroniques et des technologies pour la production de missiles, de drones et de chars, ainsi que des obus d'artillerie. En échange, le Kremlin partage avec eux des technologies qui leur permettent de développer leur programme de missiles et nucléaires. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, merci pour votre soutien. Force aux défenseurs de l'Ukraine, gloire à l'Ukraine. Aimez, abonnez-vous, commentez, partagez et à la prochaine fois.